Vous êtes ici au Centre de recherche et de restauration des musées de France. Nous travaillons pour tous les musées français et nous sommes situés dans l'enceinte du Louvre, dans les sous-sols. Donc vous êtes là dans un laboratoire de pétrographie, mais nous avons travaillé dans le cadre des céramiques Nasrid depuis 5 ans maintenant. Le musée du Louvre, avec qui nous avons de gros projets communs, nous a proposé de travailler sur les céramiques lustrées, depuis les Abbassides jusqu'aux céramiques les plus récentes. Et évidemment, il y avait une partie qui était consacrée aux céramiques Nasrid, des carreaux, des petits fragments de vases. Et il y a maintenant 1 an, Sophie Macariou et Claire Delry nous ont proposé de travailler dans le cadre du projet RIMAI sur les céramiques Nasrid de l'Alhambra et du Victoria et Albert Museum. Plusieurs types d'analyses et d'examens ont été réalisés au laboratoire afin de déterminer donc, les composants et constituants chimiques et minéralogiques des céramiques, donc des pâtes de céramique et des glaçures. Nous avons fait des examens en microscopie optique, une méthode qui est utilisée généralement pour la géologie, mais qui est parfaitement adaptée pour l'étude des céramiques en général, et notamment donc, des céramiques que nous avons étudiées dans le cadre de ce projet. Et c'est une méthode qui nous permet d'identifier les constituants minéralogiques de la céramique et d'essayer donc de retrouver leur provenance, enfin, le lieu de production des céramiques en comparant avec la géologie locale en fait, des sites où les céramiques sont supposées avoir été produites. On en fait également des analyses chimiques des pâtes, car la chimie en fait, des pâtes est fonction de l'argile utilisée par les céramiques, les potiers, et on peut souvent faire des groupes chimiques qui correspondent à des lieux de production différents, puisque souvent les matières premières utilisées dans les différents lieux de production ont des caractéristiques chimiques différentes. En ce qui concerne les glaçures, on travaille après avoir caractérisé les argiles constitutives du corps. Et là, nous avons travaillé en 2 temps. D'abord, avec l'accélérateur de particules, nous avons travaillé directement sur les écailles envoyées pour avoir la composition chimique de ces glaçures et voir si on avait des glaçures homogènes ou non d'un échantillon à l'autre. Mais comme les échantillons montraient des états d'altération très avancés, il a fallu qu'on les inclue et qu'on les regarde au microscope électronique à balayage. Et là, 2 types d'informations, une information chimique, la chimie générale et la chimie ponctuelle sur les inclusions qu'il y avait à l'intérieur de ces glaçures, et également une information sur la structure. Est-ce qu'il y avait une couche entre la pâte et la glaçure? Est-ce que la glaçure était posée directement sur la pâte? Comment était-elle accrochée? Est-ce que la glaçure était homogène ou est-ce qu'il y avait beaucoup d'inclusions? Ce sont autant de renseignements qui nous permettent d'avoir une idée de la façon de travailler, de la finesse dans la réalisation des glaçures et de comparer d'un échantillon à l'autre. Pour l'examen en pétrographie, donc avec un microscope optique, donc nous prenons l'échantillon que nous avons reçu, nous sommes obligés de l'inclure en fait, dans une matrice, une résine époxy, afin de pouvoir en fait, le couper avec une épaisseur extrêmement fine, de l'ordre de 30 microns, et en le collant sur une lame de verre afin que la lumière en fait, du microscope optique puisse la traverser pour observer donc, les composants de la pâte céramique. Donc, nous avons différents appareillages au laboratoire pour préparer ce genre de ce qu'on appelle de lames minces. Et nous utilisons ensuite nous mettons ces lames minces sur un microscope optique polarisant et nous identifions donc à différents grossissements en général entre 40 et 500 fois, les différents types d'inclusions, la nature des inclusions qui sont présentes dans la céramique. La nature des inclusions nous révélant en fait le contexte géologique du lieu de production des céramiques. Pour les glaçures,
on a la même première phase de préparation, c'est-à-dire que l'on va inclure le tout petit échantillon qui est en général millimétrique dans une résine époxy et cette fois-ci on va polir mais d'une façon extrêmement précise puisqu'on va descendre jusqu'au quart de micron avec de la pâte diamant pour avoir une surface parfaitement plane. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir des images au microscope électronique d'une qualité suffisante pour voir les inclusions les plus fines. On est aux alentours de moins de 1 micron pour les inclusions les plus fines que nous ayons observées. Ensuite, pour le lustre, on a eu quelques éléments qui présentaient un lustre très dégradé, mais quand même on a essayé d'en faire l'analyse. Et là, on a utilisé exclusivement l'accélérateur de particules, d'abord avec la méthode PIX, c'est Particle Induced X-ray Emission, et pour le lustre, l'autre technique qui permet d'avoir à la fois l'épaisseur du lustre et la répartition des éléments constitutifs de ce lustre en profondeur, qui est la spectrométrie Rutherford RBS, Rutherford Backscattering Spectroscopy. Donc, l'étude pétrographique permet d'identifier la nature des inclusions dans les pâtes et généralement, on arrive très souvent à trouver que certains éléments sont présents uniquement dans une région et donc sont les marqueurs du lieu de production de la céramique en question. Ce n'est pas toujours aussi facile, ça ne marche pas systématiquement et pour la céramique andalouse, on a souvent un gros problème qui est que les contextes géologiques des différents lieux de production nasride sont très similaires. Donc les roches, cela veut dire que les roches en fait, qui affleurent, qui ont fourni le matériel pour la céramique, sont de nature similaire dans les différents sites. Et donc, il faut donc trouver en fait, des critères, des éléments, des inclusions qui vont être discriminantes pour le lieu de production. Pour la céramique donc, nasride à l'Andalouse, nous avons pu trouver par exemple un élément discriminant dans les pâtes, présent en très faible proportion et qui correspond à des coquilles de petits organismes pélagiques qui sont présents dans certaines formations géologiques qu'on appelle des foraminifères. Et ces foraminifères nous ont donné des pistes pour déterminer le lieu de production, donc pour distinguer les lieux de production des céramiques étudiées. Pour les glaçures, on a deux types d'informations qui vont nous renseigner d'abord sur la recette utilisée par les céramistes pour avoir ces couvertes colorées. Est-ce qu'il y a une glaçure au plomb? Est-ce qu'il y a une glaçure qui est plutôt riche en éléments alcalins? Tout ça, ce sont des techniques différentes. Mais après, la nature des inclusions va nous permettre d'aller plus loin dans les températures de cuisson, dans le type d'éléments colorants utilisés. Et là, dans les céramiques nasrides, on a pu voir qu'il y avait une recette qui est à peu près commune à tous les échantillons que nous avons analysés. Et on a pu aller un peu plus loin au niveau de petites inclusions qu'on a identifiées, qui nous ont permis de dire que les fours avaient une atmosphère un peu particulière dans certains cas. Et d'un autre côté, pour la partie éléments colorants, on a retrouvé des éléments colorants qui n'étaient pas fondus et qui nous ont permis d'identifier le type de matière colorante utilisée, notamment pour faire du bleu. Donc, les résultats obtenus donc, avec ces méthodes, ces calculs statistiques, ont été ensuite discutés avec les historiens et les archéologues afin d'aller plus loin dans les interprétations, de voir à quoi correspondaient ces différents groupes mis en évidence par les statistiques. Et nous avons également utilisé des échantillons, des données de référence, donc des échantillons d'atelier, afin d'interpréter donc, par rapport à ces références les résultats donc, des échantillons étudiés dans le cadre du projet.